Peut-être vous avez des réactions, des questions, et vous pouvez poser toutes les questions, c'est-à-dire n'importe quelle question, qui peut-être n'ont même pas de rapport avec les œuvres qu'on interprète. Ou, voilà. Est-ce qu'il y a Alors, allez-y. Votre prénom, c'est Diana, allez-y. Est-ce que quand vous chantez, par exemple, quand vous faites des crescendo ou des décrescendo, est-ce que vous prenez des choses qui sont, enfin, des images qui sont passées dans votre vie ou des choses comme ça pour ressentir les paroles de la musique, ou bien non? Absolument. Mais je crois que la première chose à laquelle je me rattache, c'est la sensation maintenant, là, dans mon corps en fait. C'est en fait la grande différence entre eux deux et moi, c'est que eux, ils ont un corps extérieur à leur propre corps qui vibre. Ils ont le piano, le violon qui vibre et qui fait le son. Et moi, en fait, c'est ça. Donc, avant de penser à une image ou à une sensation que j'ai eue, etc., en fait, ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. S'il y a pas, moi, je compare toujours ça à un échafaudage. C'est comme si je devais construire d'abord un échafaudage pour que le corps qui vibre se mette en route. Et une fois que cette vibration existe, là-dessus, tout d'un coup, en fait, ça vient tout seul. C'est l'esprit qui envoie tout seul, tout d'un coup, une image ou un souvenir ou quelque chose et qui fait le petit plus qui fait que, voilà, que ça frémit, comme tout à l'heure le violon qui frémissait. Voilà. Mais s'il n'y a pas ça, en fait, si on fait à l'inverse, si on part d'une émotion et que le corps qui vibre n'est pas encore installé, très techniquement, eh ben, c'est uniquement fait avec l'esprit et la voix, elle ne va pas pouvoir le transmettre. Ça existe uniquement dans moi, dans mon esprit à moi, mais je ne peux pas le transmettre à vous. Ben, ce qui me permet de transmettre ça dans la voix, c'est mon corps. Mais ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps, hein, du tout. Il y a des fois où tout le monde triche, de toute façon. Tricher, c'est le maître mot. Il faut arriver à trouver des stratégies de contournement. Quand c'est pas pile exactement comme on veut, et ben, on ne s'arrête pas, mais on continue quand même, on essaye de trouver des sensations, etc. Mais c'est quand même dans ce sens-là. Et après, évidemment, oui, il y a évidemment des choses qu'on a vécues qui nourrissent beaucoup ce qu'on fait. Autre question? Ça fait combien de temps que chacun de vous pratique l'instrument? Moi, ça fait plus de 30 ans. Moi aussi, depuis que je suis tout petit, voilà. La voix, ça se commence un peu plus tard. Donc moi, j'ai commencé à 24 ans à chanter. Et j'en ai 53, donc vous faites le calcul. C'est pas très pareil, 30 ans. Mais j'ai fait beaucoup de musique avant. J'ai fait du violon, j'ai fait de l'alto, j'ai fait du piano. Donc ça, je l'ai commencé comme eux, très petite. Mais c'est une belle question parce que je pense que c'est vrai que c'est pas un hasard si on est tous les trois, on fait ça, c'est parce que ça nous fait d'abord très très plaisir de le faire, mais si on arrive à travailler ensemble, c'est aussi parce qu'on a une pratique continuelle de la musique très ancienne et que du coup on arrive aussi à s'entendre, à se comprendre. Enfin bon, après je veux pas vous raconter des fables ou des histoires, mais je pense que c'est vrai, c'est une belle question parce que c'est pas un hasard qu'on arrive tous les trois, qu'on ait cette chance, ce bonheur même, de faire ça tous les trois. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est un travail de longue haleine. Voilà. Oui. Vous avez appris à chanter ou vous avez déjà eu ce talent depuis longtemps? Ah, j'ai appris à chanter. Oui, j'ai vraiment appris à chanter. Mais bon, ma mère me dit que quand j'étais toute petite, je ne parlais pas, mais je chantais tout le temps. Donc j'imagine que j'avais envie de chanter depuis tout le temps. Mais après, j'ai appris. C'est une technique et j'apprends toujours. J'ai toujours une professeure. Les chanteurs, c'est marrant par rapport aux musiciens. Même les chanteurs professionnels, c'est presque la seule famille de musiciens. D'ailleurs, c'est drôle, on dit toujours les musiciens et les chanteurs, comme si les chanteurs n'étaient pas des musiciens, parce qu'il y a plein de préjugés sur les chanteurs qui sont un peu bêtes, voilà. Mais bref, on ne va pas rentrer là-dedans. En tout cas, les chanteurs font partie de ceux qui ont souvent encore des professeurs très très longs, même quand ils font carrière, parce que le fait de ne pas avoir son instrument, mais d'avoir son instrument incorporé dans soi, fait qu'on a plus besoin d'un regard extérieur qui vous dit tout le temps, ben tiens, là c'est comme ci, là c'est comme ça. C'est plus difficile
On s'observe énormément, mais c'est plus difficile d'avoir un regard vraiment critique, et pas critique dans le sens de mauvaise critique, mais critique qui vous dit, bah, tiens, là, il y a ça, ça, ça. Alors que les musiciens, généralement, une fois qu'ils ont fini le conservatoire, ils continuent à travailler, mais avec des pianistes, on travaille entre collègues, mais on n'a plus de professeur qui vous dit, tiens, il faut faire ci. Enfin, je pense que tu n'as plus de professeurs. Non, mais j'ai pris des cours, j'ai continué à avoir des professeurs quand même assez longtemps. Et toi? Non, j'avoue, mais on peut prendre des cours toute sa vie, quoi qu'on fasse, à mon avis, oui. De toute façon. Mais, On peut toujours s'améliorer. mais c'est vrai que c'est plus, vous, ça doit être tellement délicat qu'effectivement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui... Souvent, c'est ça. Enfin, c'est plus fréquent. Oui, Elsa? Est-ce que c'est aussi simple pour vous de chanter en français qu'en allemand? Enfin, vous êtes autant à l'aise dans les deux langues ou pas? Alors, bizarrement, c'est plus difficile pour moi de chanter en allemand. Parce que c'est ma langue maternelle, donc je la parle, et donc par exemple, si je disais le truc « Ruhen in Frieden alle Seelen », je dirais « Seelen ». Et en fait, en chantant, il faut dire « Seelen ». Et donc, par exemple, mon mari qui est chanteur et qui est français, il chante super bien en allemand. Quand il parle, on entend hyper fort son accent, mais quand il chante beaucoup mieux que moi. Parce qu'on comprend tout, parce qu'il le décortique comme un corps étranger. Il prend les sons, il les mange comme si c'était... Il entend que il a envie de les déguster. Alors que pour moi, en fait, c'est tout de suite le mot. Et c'est le mot que je dis normalement. Donc, de faire ce pas en dehors de la langue parlée, c'est presque plus difficile en allemand. Et le français est très difficile à chanter. Ce qui est facile à chanter, pour moi, c'est le russe, par exemple. Le russe, c'est très facile, parce que c'est très... comme ça, voilà. Et ce qui est facile à chanter aussi, c'est l'italien, évidemment. Voilà. L'anglais est facile à chanter et c'est très sympa à chanter. Le français est difficile à chanter. À votre avis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en français qu'il n'y a pas dans les autres langues? C'est l'accent, non? Enfin, les R et tout. Ouais, non, ça va. Mais qu'est-ce qu'il y a en français? Peut-être les liaisons. Les liaisons, ça va aussi. Mais il y a les... Je ne sais même pas le pluriel. Nasal, les nasales, voilà, exactement. Les nasales ont un on. Ça vous ferme parfois un petit peu parce que quand j'ai parlé quand j'ai parlé de corps, c'est pas seulement le corps là, mais c'est toute la tête qui doit résonner, et ça résonne plus beaucoup. Encore une question? Oui. Le registre que vous avez chanté, c'est de l'opéra. Alors ça, c'est pas de l'opéra, on appelle ça du chant lyrique. Effectivement, ça ressemble à de l'opéra, mais c'est du lyrique, c'est de la mélodie française ou du lied allemand. Mais le tout se regroupe sous le terme de chant lyrique, contrairement au chant de variété, etc. Ou du jazz ou d'autres genres. Voilà. Et vous avez entendu, quand vous chantez vos chansons, vous chantez certainement, il y en a plein qui chantent, quelle est la différence en fait entre quand on chante comme, je sais pas moi, Céline Dion, Whitney Houston, je sais pas quoi, ou alors comme une chanteuse d'opéra? Qu'est-ce que vous entendez de différent? Oui? Il n'y a pas assez d'effort de voix. Enfin, la voix, elle ne demande pas un effort considérable comme les gens d'opéra, parce qu'à l'opéra, ils utilisent vraiment les cordes vocales. Et pas seulement. Alors l'effort, il vient d'où? On utilise les cordes vocales, mais Céline Dion, elle utilise vachement ses cordes vocales. Oui. C'est le diaphragme. Le diaphragme, c'est-à-dire, alors qu'est-ce qui travaille, qu'est-ce qui donne l'effort? Oui. Le souffle, exactement, le souffle et le corps, mais les chanteuses de variété ou les chanteurs de variété prennent aussi leur souffle, mais ils ont moins besoin de ce coffre-là. Et ce qui est bizarre, parce que la voix, elle est quand même plutôt une voix qui est dans la poitrine quand on chante de la variété. Alors que vous avez entendu, dans une voix lyrique, en fait, les résonances montent vachement plus haut dans la tête. Mais ça vient du fait, peut-être Gaspard peut le dire, parce que vous le faites aussi, ça. Donc c'est... En fait, quand il faut monter les résonances plus haut dans la tête, il faut que le corps travaille encore plus. Parce que si le corps ne soutient, on appelle ça le soutien, si le périnée, le muscle tout en bas, là, s'il ne soutient pas complètement, eh ben, c'est que par la force de la gorge que je peux me faire monter la voix. Et là, ça vibre plus, ça n'a plus d'intérêt. Mais est-ce que c'est aussi parce que, par exemple, Whitney Houston, ses chansons, elles sont écrites pour son timbre de voix spécifiquement, alors que peut-être que pour les
le chanteur d'opéra, c'est assez enfin, c'est pour à peu près tous les chanteurs d'opéra? Non, c'est la même chose, c'est-à-dire à l'opéra, il y a des voix aiguës, des voix moyennes, des voix graves, et moi je pourrais jamais chanter un rôle de soprano, et une soprano a du mal à faire les graves vraiment bien costauds d'une alto. Et pareil, en variété, il y en a qui chantent plus haut, qui chantent plus bas, etc. C'est vraiment une question de technique. Et il y a des chanteurs de variété qui ont des techniques vocales lyriques et qui sont capables de chanter des trucs d'opéra, mais c'est vraiment un autre son, une autre sonorité. Et des chanteuses d'opéra, il y en a qui font du jazz et de la variété, et c'est très chouette aussi, et on dirait un autre instrument. Vous avez d'autres... Là, je m'adresse aussi à ma collègue, mais votre thème, c'est les arts de la parole. Là, il y a beaucoup de choses à conserver, je pense, puisque art, en grec, ça se dit techné. Art, la traduction en grec, c'est techné. Voilà, ma collègue vous a expliqué que la parole, ça n'a rien de naturel. Peut-être tout s'apprend, et peut-être que c'était votre belle question. C'est vous, Diana, qui avez posé la question, si c'était naturel de chanter. C'est une belle question, ou même de parler, est-ce que c'est naturel? Peut-être pas, mais peut-être qu'il y a une certaine spontanéité quand même, qu'on entend, si on veut faire la transition avec ce qu'on va faire après. Ma collègue vous a dit tout à l'heure, le lied de Schubert, au départ, c'est une mélodie populaire. Et peut-être qu'effectivement, on chante tous plus ou moins naturellement. C'est pour ça que Diana a posé cette question, certainement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment... Sa copine, bon, peu importe. Peu importe. On va pas perdre de temps avec ça. Si vous voulez, c'est peut-être qu'il y a une continuité entre la mélodie populaire et puis la mélodie plus savante, telle qu'elle est écrite par Schubert. Ou peut-être qu'il y a une rupture. Mais en tout cas, ça veut dire que les grands compositeurs comme Schubert, ils ne méprisent pas du tout la mélodie populaire. Et ils y trouvent même la matière de leur inspiration. Et je voudrais juste finir avec ça, alors que la première mélodie qu'on vous a jouée, celle de Lecoq, qui s'appelle, là, il trouve la matière de son inspiration dans un poème extrêmement élaboré, c'est celui de Baudelaire. Et là, c'est extrêmement savant, on peut dire, à la fois comme musique et comme poésie. Là, on voit au contraire un très très grand compositeur qui entend peut-être à Vienne des passants chanter une mélodie et il se dit tiens, je vais la reprendre, ça m'intéresse, il va chercher le texte et puis ensuite, effectivement, il l'élabore encore plus. Et là, je voulais lever la main tout à l'heure, mais on ne m'a pas donné la parole, donc je continue à la prendre. La différence entre les deux mélodies, à mon avis, c'est que dans un cas, celle de Charles Baudelaire, c'est une mélodie, on peut dire, absolument profane. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui a un rapport avec le sacré, avec l'éternité, il n'y a pas le mot il n'y a pas le mot Dieu dans le poème. Alors que dans le poème de Schubert, c'est écrit mot pour mot, pouvoir Dieu dans la lumière des cieux. Et donc il y a une très très grande différence à mon avis entre les deux, c'est-à-dire qu'avec Baudelaire, c'est certainement dans l'histoire de la poésie, de l'idée, des idées, de la philosophie, on est dans un moment de basculement où en fait le poète il a tendance à s'affranchir complètement de la question de la religion, même s'il récupère des choses, mais en tout cas je ne sais pas si on peut dire que Baudelaire est un poète religieux, je ne crois pas, pas du tout. Mais il récupère quand même des choses, voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire non plus qu'il est complètement... c'est pour ça qu'il y a une part de sacré, vous avez trouvé les bons mots, de sacré, de divin dans son poème, mais tout en évacuant quand même cette question. Alors que dans le poème de Schubert, c'est évident que Dieu il est encore présent, quoi. Et là, donc la mélodie qu'on va vous interpréter, on va encore changer de registre. C'est aussi quelque chose d'extrêmement populaire, c'est-à-dire un conte populaire. Mais on n'est plus dans la mélodie, on n'est plus dans la mélodie populaire, on n'est plus dans le poème interprété par le compositeur, on est dans quelque chose qui est de l'ordre, on pourrait dire, du conte fantastique. Alors, vous l'avez déjà travaillé avec Madame Chavantré. C'est Jeanne qui nous en a fait une très belle lecture en allemand. Alors, vous l'avez devant vos yeux. Et en fait, alors, c'est un peu, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu comme Harmonie du soir, c'est-à-dire Harmonie du soir, quand j'ai cherché un petit peu des choses à vous dire sur le compositeur, j'ai vu que Harmonie du soir a été composée 65 fois de 65 compositeurs différents. Donc c'est vraiment un poème qui a inspiré énormément de compositeurs. Et bien là c'est pareil, Erlkönig, le roi des aulnes, c'est peut-être le poème le plus connu du poète le plus connu allemand, Johann Wolfgang von Goethe. Et c'est vraiment
c'est notre Victor Hugo, enfin, c'est vraiment le père de la poésie allemande. Et ce poème est tellement connu qu'il a aussi inspiré beaucoup de compositeurs différents. Et le compositeur le plus connu qu'il a écrit, c'est à nouveau Schubert, dont on a chanté tout à l'heure, mais nous, on ne vous fait pas ça, parce que ce Schubert, il a fait ça pour piano et voix, et nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment de trouver des versions avec violon. Et donc, on a trouvé cette version de Louis Spohr, qui, comme son nom l'indique, est allemand. Il s'est juste fait appeler Louis parce que c'était plus chic à l'époque, parce que le français faisait plus chic, donc il a transformé son prénom. Et c'est comme si je m'appelais tout d'un coup Julie, parce que je trouve ça plus chic. Et donc, le poème, vous l'avez lu une fois, et peut-être il faut rappeler rapidement l'histoire. Jeanne, vous voulez la raconter vite fait? En gros, c'est un père et son fils, un père qui essaie désespérément de sauver son fils qui est malade, et du coup, il galope à travers la forêt, sauf qu'en fait le fils il a des espèces d'hallucinations, en fait c'est la mort, mais du coup lui il la voit comme le roi des zones et ses filles qui essayent de l'attirer vers lui, donc en fait c'est un peu le passage de la vie à la mort, et du coup à la fin il meurt dans le Dark Souls quand il réussit à sortir de la forêt. Super, merci beaucoup. Alors, ce qui est très drôle, c'est que vous avez dit qu'il essaye de sauver son fils qui est malade, mais en fait, c'est dit nulle part qu'il est malade, le fils. On a l'impression qu'il est malade parce qu'il meurt à la fin, tout simplement, et parce que justement, il se fait attirer, mais en fait, au début, on voit juste le père avec le fils qui rentre à la maison à travers la forêt, et le père, il est très calme, il dit, mais il essaye tout le temps, quand il a des hallucinations, de trouver des explications rationnelles. Il dit, mais non, c'est juste les feuilles le bruissement des feuilles, ou les saules qui, je sais pas quoi, etc. Donc il l'explique à son fils, mais le fils, il se laisse pas convaincre, et puis à la fin, il a même l'impression que le roi des aulnes l'attrape carrément, et donc ce roi des aulnes, c'est un espèce de séducteur qui attire le fils, etc. Après, on peut aller dans l'interprétation, il y a eu 40 000 interprétations différentes, je vous laisse vous voir, mais la première chose que j'aimerais que vous réalisiez, c'est combien de voix différentes vous allez entendre. Alors, qui est-ce qui va chanter? Regardez votre texte, vous allez facilement trouver. Qu'est-ce qu'il y a comme différentes voix dans le poème? Oui? Non, vous? Oui? Alors, qui? Le père? Oui, il manque un quatrième. Oui? Le narrateur, exactement. Donc, on a les 4 voix. Mais je suis toute seule. C'est pas de l'opéra, j'ai pas mon roi des aulnes, le fils et je sais pas quoi là, à qui je peux donner la réplique. Donc c'est à moi de faire les différentes voix. Le compositeur est pas très sympa parce qu'il m'a pas laissé beaucoup de temps pour changer de voix entre les différents moments, mais il est quand même sympa et c'est ça que vous allez essayer de repérer parce qu'il m'aide avec la composition et vous allez identifier très facilement quel instrument est associé à quel rôle et qu'est-ce qui se passe, comment il différencie les différentes voix. Et puis, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus pour l'instant. Tu voudrais dire encore quelque chose? Non, Vous non, avez non. peut-être des questions avant? Je vais peut-être juste Ah oui, voilà. le début pour que vous ayez